fait très plaisir, Baruch Hashem, de vous voir. Juste avant de commencer, j'ai peur d'oublier à la fin du chiot. Je vous avertis, donc la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Pourquoi? Parce que ce sera l'Akba Omer. Et bon, la semaine dernière, je suis venu à l'Akba Omer, j'étais tout seul. Donc voilà. Voilà, allez sur la tombe de Rabbi Shimon. Mais demain, la semaine prochaine, je pense pas, je serai pas là. Et attention, je vous avertis, la semaine d'après, je suis en France, je suis pas là. Donc pendant 2 semaines, il n'y aura pas de cours. D'accord? Juste voilà, dans 3 semaines, il y aura de nouveaux cours. Je confirme Bezrat Hashem. Donc la semaine prochaine, il n'y a pas, la semaine d'après non plus, et après Bezrat Hashem, on reprend. D'accord? Voilà, donc j'ai pensé, avant l'Akba Omer, traiter un sujet qui est essentiel. Un sujet que pas beaucoup de gens se rendent compte dans leur vie de tous les jours. Je parle pour moi-même d'ailleurs, pour notre vie de tous les jours. C'est un sujet que Mamash, on n'a même pas idée combien c'est essentiel dans la vie, mais on s'en rend même pas compte. Vous savez que la Torah, elle a fait en sorte que les fêtes, elles sont toujours faites en 2 temps. Par exemple, vous avez Rosh Hashanah, d'accord? Rosh Hashanah, où tout le monde entier est jugé. Le monde entier, que ce soit les goïms, que ce soit le brin d'herbe là-bas au Brésil, que ce soit la vache au Turkménistan, tout le monde entier est jugé à Rosh Hashanah. Tout le monde entier, les goïms comme les juifs, tout le monde. Maintenant, il y a un sursis pour les juifs. Ils ont du piston, d'accord? Parce qu'on est les fils d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a du piston et on a Asarayim et Tchouva, les 10 jours de Tchouva, puis Kippour. D'accord? Donc on a Rosh Hashanah et on a Kippour. 10 jours de Tchouva. Maintenant, on se rend compte que toutes les fêtes c'est comme ça. Par exemple, on a Sukkot, d'accord? Le premier jour de Sukkot. On a Chol HaMoed et on a Shmini Chag Atzeret. D'accord? Il y a donc là, le premier jour du Yom Tov, il y a une pause, comme ça, Chol HaMoed. Et après, pareil, Pessah. Pessah, on a la fête de Pessah, et le Ramban, il nous a dit, Parachat la semaine dernière, Parachat est mort. Chose extraordinaire, que on a Pessah, on a la fête de Pessah, le premier jour du Yom Tov. Au lieu d'avoir 7 jours de Chol HaMoed, qu'est-ce qu'on a? On a 7 semaines, qui louent, entre guillemets, dit le Ramban, de Chol HaMoed, pour arriver à la fête de Shavuot. D'accord? Donc encore une fois, ça se passe en 2 temps. Même dans la destruction du Beth Amikdash, c'est la même chose. On a le 17 Tammuz, d'accord, le jeudi du 17 Tammuz, et on a les semaines de deuil pour arriver à Tisha B'Av. D'accord? C'est étonnant de se rendre compte qu'à chaque fois, ça se passe en 2 temps. Comment ça se fait que les fêtes, elles se passent en 2 temps? Ça, c'est la première question qu'il faut essayer de comprendre, Bezrat Hashem. Deuxième question, vous savez qu'on est en train de passer une période qui est particulière. Là, c'est la période du Homer. On nous demande de compter chaque soir, chaque jour du Homer, jusqu'à Shavuot, de Pessah jusqu'à Shavuot. Maintenant, cette mitzvah-là du compte du Homer, elle a une particularité qui existe dans aucune autre mitzvah de la Torah. Si quelqu'un, on a une mitzvah d'écouter le Sefer Torah, ben le Baal Koré, il nous rend quitte de la mitzvah. D'accord? Il lit la Torah pour nous. On a une mitzvah de Kiddush, ben le papa, il rend quitte toute la famille. Pas tout le monde prend le verre de Kiddush. D'accord? On a une mitzvah de Havdalah. Alors le Baal Habayit, encore une fois, il peut rendre tout le monde quitte de la mitzvah. Birkat Hamazon, une Torah. Et bien qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui ne sait pas lire Birkat Hamazon, on lui lit. On peut lui lire. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, il est rendu quitte de la mitzvah de Birkat Hamazon. Il doit répondre Amen au Brachot, etc. Écoutez, il est rendu quitte. Toutes les mitzvot a priori qui sont faites par le dibour, par la parole, on peut rendre quitte l'autre. Sauf pour les mitzvot, les tefilines, d'accord, on ne peut pas mettre les tefilines pour l'autre, mais ça c'est une action déjà. Mais les mitzvot qui sont dites par la parole, Parashat Zachor, on doit lire la Parashat Zachor une fois par an, les Farot. Qu'est-ce qui se passe quand on lit la Parashat Zachor, qui est une Parashat de Minatora, se souvenir de ce que nous a fait Amalek? Et ben le Baal Koré, lui, il nous lit et nous tout le monde entend. On arrive à la Sfirat HaOmer. Non, chacun doit compter pour lui. Chacun doit compter pour soi. Comment ça se fait que dans cette mitzvah-là, et la Gemara nous dit dans Menachot, elle nous dit comme ça, Smartem lachem shete sfira lechol echad ve'echad. Chacun de nous, on doit compter la Sfirat HaOmer. Comment ça se fait que maintenant, pour la bracha, l'autre, il peut nous rendre quitte? C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il a oublié de compter un soir le Homer, il peut plus continuer à être mévarer, à faire la bracha. Mais qu'est-ce qui se passe? L'autre, il le rend quitte de la bracha. Il lui fait Baou Chata, chaque Sfirat HaOmer. Et après, hop, lui, il ne suffit pas qu'il entende. Ah, yom, il a entendu. Non, il faut que lui aussi il compte. D'accord? Chacun doit faire l'action de compter le Homer. Comment ça se fait que dans cette mitzvah-là, la Torah nous a dit que chacun doit faire cette action elle-même, la personne, on attend d'elle, qu'elle compte. Ça, c'est la deuxième question.
La troisième question, c'est une question qui est connue, mais Bezrat Hashem, on va essayer un peu de l'éveiller. C'est que on nous demande de compter le Homer. Pourquoi on nous demande de compter le Homer? Le Sefer Achinour, il nous ramène. Et à la base, c'est un midrash. C'est quand Moshe Rabbeinu il est arrivé pour sortir le Ham Israël, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il va vous faire sortir d'Égypte. On sort là, ce soir on va sortir. Au moment où ils vont sortir, il dit mais quand est-ce qu'on reçoit la Torah? Alors Moshe Rabbeinu il leur dit dans 50 jours. Ah, dans 50 jours. Alors aujourd'hui c'est le premier jour. Ils ont commencé à compter le Ham Israël. Donc comme ils ont commencé à compter, il y a une mitzvah qui s'est créée de quoi? De Sfirat HaOmer, compter comme un compte à rebours jusqu'au don de la Torah. On compte chaque jour, on attend de recevoir la Torah. On est sorti d'Égypte à Pessah. Maintenant chaque jour on attend pour arriver à Shavuot où on va recevoir la Torah. Maintenant le Sefer Achinour il nous dit, il précise bien que c'est une attente, c'est le signe d'attente. On attend chaque jour, on compte. Mais il y a un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans tout le monde entier qui compte de cette manière. On dit aujourd'hui c'est le premier jour, aujourd'hui c'est le deuxième jour, et le troisième jour, et le quatrième jour. Mais personne au monde, au moment où maintenant il va se passer il va arriver maintenant le nouvel an, qu'est-ce qu'ils font? 5, 4, 3, 2, voilà d'accord, c'est la fête quoi. C'est que maintenant ils attendent que maintenant tout explose, tout machin, d'accord, c'est comme ça. Même à la NASA, ils vont commencer à lancer une fusée. Comment ils vont lancer la fusée? 3, 2, 1, comme ça, d'accord, c'est comme ça qu'on lance une fusée. On ne fait pas 1, 2, 3, non c'est pas comme ça, d'accord, on fait un compte à rebours. Maintenant on attend la Torah, on montre qu'on attend la Torah, on est content d'attendre la Torah, Bezrat Hashem, on va recevoir la Torah. Maintenant au moment où t'es en train de te montrer combien t'as envie de recevoir la Torah, tu comptes 1, 2, 3, 4, c'est bizarre, pourquoi je compte comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi on commence à compter comme ça maintenant? D'accord, ça c'est une autre question qu'on va essayer de voir. Et Bezrat Hashem, on va essayer de voir la dernière question qui est, vous savez que cette mitzvah elle s'appelle la Sfirat HaOmer. Maintenant le Homer, c'est une mesure. D'accord? C'est comme je vous dis, à 1 kilo. D'accord? Un Homer, c'est une quantité. On offre un Homer d'orge. Au moment où maintenant on offre la mitzvah, on offre la quantité d'orge. Juste après, le lendemain de Pessah au Beth Amikdash, on offre une Homer d'orge. D'accord? C'est une quantité. C'est une quantité un Homer. Ça peut être un Homer de n'importe quoi. D'accord? C'est une quantité, c'est comme des kilos. Alors qu'est-ce que ça veut dire que maintenant tu commences à compter des kilos, toi? Aujourd'hui, on est le premier jour des kilos. Ok, super. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Quel rapport maintenant avec le Matan Torah? C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, il y a Matan Torah à la fin. On te dit maintenant, c'est ta Sfirat HaOmer. Ok, Sfirat HaOmer, on compte les kilos. Compte les kilos. Voyez, compte les kilos. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le 3e jour. D'accord? Après, tu arrives le 7e jour qui est une semaine des kilos. Ok, où est-ce que tu vas comme ça? C'est-à-dire quel intérêt, quel rapport Matan Torah, Sfirat HaOmer? C'est-à-dire quel rapport, quoi? Les kilos. On te parle de kilos, c'est-à-dire que si on avait dit, bah voilà, c'est le 3e jour de l'attente, alors j'aurais compris, 3e jour des kilos. Bon, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ça. Alors, on va comprendre un yesod mamash, quelque chose pour toute notre vie, qu'on est obligé de savoir. Un juif, il ne peut pas vivre sans ça. Comprendre qu'un juif, il ne peut pas vivre sans ça, qui est le phénomène de l'attente. Vous savez que toute notre vie, on attend. Toute notre vie. Les gens qui sont petits, ils attendent de grandir. Une fois qu'ils sont grandis, ils attendent d'avoir les résultats des examens. Une fois qu'ils ont les examens, et ben maintenant ils attendent de se marier. Et une fois qu'ils ont trouvé la kala, ben ils attendent un bébé. Et après, ils attendent toute leur vie, les gens ils attendent. Après, ils attendent de mourir. Ils attendent de mourir. Et après, même les morts, ils attendent. Ouais, les morts, ils attendent. C'est marqué que les morts, ils attendent. C'est qu'il y a un métier, c'est que tout le monde attend. Tout le monde attend. C'est marqué, c'est mes fourrages dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Perek Dalet, c'est marqué là-bas dans la Mishnah, la 21e. Rabbi Yaakov Omer, Haolam hazeh domeh leprosdor. Ce monde-là, c'est comme un couloir. Bifnei olam haba. Avant le monde futur. C'est-à-dire que tu es dans une salle d'attente, Baba. Tu es dans une salle d'attente. C'est-à-dire que toute notre vie, on attend d'arriver dans l'olam haba. C'est-à-dire que toute ta vie t'attend, ne serait-ce qu'un bébé. Baruch Hashem, Hashem nous a envoyé un cadeau, un bébé. Et ben qu'est-ce qui se passe? T'attends la brite. Bon, t'as fait la brite maintenant. Bah t'attends la chalaké, t'attends qu'on lui coupe les cheveux. Maintenant t'as coupé les cheveux, bah t'attends la bar mitzvah. Et après la bar mitzvah, bah t'attends de voir s'il va devenir une racaille, chas v'shalom, ou il va devenir un sadique. D'accord? T'attends. Et après toute ta vie, après t'attends qu'il se marie. Et après t'attends qu'il se marie, t'attends que Bezrat Hashem, lui, il ait des petits enfants. T'attends, toute ta vie, t'attends, ne serait-ce qu'une journée. Tu commences ta journée, t'attends le bus. Et après qu'est-ce qui se passe? T'attends, t'as commandé la pizza, t'attends la pizza. Et puis après t'as décongélé la viande, t'attends qu'elle décongèle. Et après t'as mis ton portable, bah t'attends qu'il recharge. Et toute ta vie, tu fais que d'attendre. Tu fais que d'attendre durant toute ta vie. Durant toute ta vie, tu fais que d'attendre. Alors maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait que des fois on est obligé d'attendre?
Pourquoi, quand on doit avoir un bébé, eh ben on doit attendre 9 mois? Pourquoi? Pourquoi maintenant on doit attendre de grandir? Pourquoi on passe par des étapes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vie elle est comme ça? Alors vous savez que cette question-là, elle est tellement fondamentale que tout simplement il y a deux manières de l'aborder. Il y a des gens que, à cause de cette attente-là, durant toute leur vie, eh ben ils vont souffrir. Parce qu'ils vont subir l'attente. Je vous donne des exemples très simples. Les goïms, d'accord? Les goïms, on va donner des exemples sur les goïms. Les goïms, eux, ils travaillent durant 6 jours dans la semaine, d'accord? Et ils attendent le week-end. Bon, ils attendent le week-end, d'accord? Donc ils ont travaillé pendant 6 jours, c'est 5 ou 6 jours, 5 jours et demi. Ils ont travaillé maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des fois maintenant, avec les 35 heures, bon, ils ont travaillé 2 jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ils attendent quoi? Le week-end. Ils attendent le week-end. Bon. Maintenant, ils ont travaillé pendant 6 mois et ils attendent les vacances. C'est-à-dire que maintenant, imaginez-vous, c'est-à-dire que quand tu prends le résultat de la vie d'un Bongoy, c'est-à-dire qu'il a vécu combien de temps dans sa vie? Il a dû vivre 5 ans. Parce que sur 6 mois, il a attendu ces 2 semaines de vacances. Donc quand est-ce qu'il a vraiment vécu? Bah les 2 semaines de vacances, parce que tout le reste, il était en train d'attendre ses vacances. Il était en train de bosser comme un chat. Pourquoi? Pour arriver aux vacances. Après toute la semaine, il était en train de travailler, pour arriver au week-end. Donc combien il a vraiment vécu? Et il a vécu 5 ans dans sa vie. Il a vécu des jours comme ça, dans une semaine, il a vécu 2 jours. Vous imaginez un peu l'angoisse. Les gens, ils s'ennuient, ils attendent. Et quand ils sont pendant les vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent à 10h30. Puis voilà, ils attendent que la journée passe. Et ils sont là sur la plage en train de cramer. Voilà, et on a fait une première couche. Maintenant, on fait la deuxième couche. Enfin, la deuxième couche, et après, hop, il passe une deuxième couche. Parce que, comme dans la peinture, il y a la première couche et la deuxième. Alors, du coup, il passe la deuxième, comme ça. Pendant des heures. Mais t'attends quoi? Il attend le vendredi soir. Parce qu'il s'est bronzé comme ça et tout, fraîcheur. Et après, il attend le vendredi soir, il va mettre une petite chemise blanche comme ça, pour faire ressortir un peu le bronzage. Il va laisser ouvrir le 3e bouton là comme ça, avec la chaîne. Il va arriver. Et voilà la fraîcheur quoi. La fraîcheur. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 2 heures, il attend comme ça, comme un chat. Pourquoi? Pour faire la fraîcheur. 5 minutes, quand il va rentrer dans la Beta Knesset, tout le monde va dire waouh, purée qu'on a bronzé celui-là, on a trouvé le temps, c'est là, c'est obligé, ce truc, machin. Imaginez un peu la pauvreté des gens. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire t'attends ta vie, mais combien t'as vraiment vécu dans ta vie? Combien t'as vraiment vécu? Combien t'as vraiment, tu te dis, waouh, ça y est, maintenant ça, j'ai vraiment vécu. Bah voilà, les gens, ils vivent pendant leurs vacances. Vous imaginez un peu la tristesse. Ils vivent pendant leur week-end. C'est-à-dire que, et alors, et le reste de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes à la poubelle? T'imagines un peu? C'est-à-dire que il y a des gens qui épluchent les pommes comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'enlever l'épluchure, bah ils enlèvent la moitié de la pomme comme ça. Rac! C'est la même chose, c'est que dans la vie, il y a des trucs que tu dois enlever, mais les gens, ils coupent la moitié de la pomme. T'imagines un peu? Alors les gens, bah ils s'ennuient à mort, ou ils souffrent, parce qu'ils attendent, mais ils voient qu'ils vieillissent. Ils voient que le temps, il passe, et que maintenant, ils deviennent vieux. Alors vas-y, les piqûres de Botox, et les liftings, et les trucs, les machins. Mais pourquoi tout ça? Parce que les gens, ça les angoisse. Ils se rendent compte que, bah voilà, le temps il est passé, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Et ils se rendent compte, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, donc du coup ils essayent de rester jeunes. Mais ils n'arrivent pas dans leur tête à rester jeunes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Au moins ils le font physiquement. Donc tu vois des grands-mères qui commencent à faire du footing, tu vois des trucs, machin. Pourquoi? Parce que voilà, ils essayent de se donner un style. Donc ils s'habillent comme des vieux. Moi je vois des gens de 40, 50 piges, ils s'habillent comme des jeunes de 16 ans. Non, ils ont le bide. Ils ont le t-shirt moulant et tout comme ça, mais tu t'as envie de dire, mais tu ressembles à rien. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent pas lâcher l'histoire, ils veulent pas. Parce que ça veut dire que si maintenant j'ai vieilli, ça veut dire que j'ai perdu mon temps. C'est-à-dire Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se retrouvent, ils rentrent dans une espèce de vice comme ça, où maintenant, bah voilà, d'un côté, bah ils attendent toute leur vie, et puis après, quand la vie elle passe, et ben ils sont angoissés. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens, les mecs, ils souffrent. Les gens, ils attendent un khatan, ils attendent leur mazal. Et ben ils souffrent. Ils attendent, et ça vient pas, ils trouvent personne qui leur correspond, ils souffrent. Et ils attendent, et ils souffrent. Et les gens, ils ont Baruch Hashem, ils ont trouvé la Kala, ils ont trouvé le Khatan, et maintenant ils n'ont pas d'enfants. Et 1 année, et 2 ans, et 3 ans, ils n'ont pas d'enfants. Ils souffrent. Namash, ils souffrent. Donc tu as 2 choix maintenant dans l'attente. Ou maintenant tu l'as subi, donc tu t'ennuies à mort, ou truc. Ou sinon, qu'est-ce qui se passe? Non, tu souffres. Une personne, elle peut souffrir de ça. Souffrir de l'attente.
Alors la Torah ici, elle vient nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire. C'est moi. Bon, la Torah ici, elle nous dévoile quelque chose qui est mamache extraordinaire. Elle nous raconte l'histoire d'un de nos grands-pères qui s'appelait tout simplement Yaakov Avinu. D'accord? Yaakov Avinu, il était chez son père Yitzhak, sa mère Rivka, et il étudiait la Torah. Kolo Torah, il va devenir le père du Ham Israël. Ham Israël, c'est quoi le peuple d'Israël? C'est quoi Israël? C'est Yaakov. Béné Israël, on s'appelle Béné Israël, des enfants d'Israël. Fallait un papa qui soit un patron pour ça, ouais. Donc lui, il étudiait la Torah. Je vous pose la question, vous savez à quel âge il a reçu les brachot de Yitzhak? Il a reçu les brachot de Yitzhak à 63 ans. D'accord? 63 ans. Maintenant, non seulement il a reçu les brachot de Yitzhak à 63 ans, mais en plus, quand il va devoir fuir la maison de Yitzhak et Rivka, pourquoi? Parce que tout simplement, son frère, il veut le tuer, Esav. Donc, il va partir pendant 14 ans à la yeshiva. D'accord? Ça veut dire qu'il va arriver chez Lavan à 77 ans. Ça veut dire qu'en plus, tu rajoutes 7 ans où il va travailler pour Rachel, il va se marier à 84 ans. D'accord? Yaakov Avinu s'est marié à 84 ans. Maintenant, lui, Yaakov Avinu, il arrive chez Lavan. D'accord? Il arrive chez Lavan. Il s'est fait sur la route pillé par Eliphaz, le fils de Esav. D'accord? Donc lui, il s'est fait piller, il a pris tout son argent parce que lui, il devait le tuer. Sur l'ordre de Esav, son frère, il devait le tuer. Et à Yaakov, il dit, tu sais quoi, prends-moi tout mon argent, ça ne s'appelle pas que tu as menti, parce que c'est quelqu'un qui est pauvre, et ben c'est comme s'il est mort, donc vas-y, prends tout mon argent. Donc lui, il arrive sans une thune, il a rien. Maintenant, elle et Rivka, Yitzhak, quand il devait se marier avec Rivka, Eliezer, il est arrivé avec les camions de la Brinks, c'est tout pour offrir des cadeaux. Maintenant, donc lui, Lavan, il était comme un fou, quand il voit ça, il dit, waouh, pour ma sœur, t'as vu ce qu'ils sont capables de ramener la maison d'Abraham? Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, quand il va arriver, Lavan, il sort, il dit, ah, c'est pas possible, il a ramené des camions, là, il a ramené des camions. Et il se rend compte qu'il a rien. Yaakov Avinu, donc, il va travailler, du fait qu'il n'a pas un sou, il va travailler encore 7 ans. Donc, d'accord, vous imaginez un peu, il a 77 ans, il va travailler encore 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Je ne sais pas si vous imaginez, les gens, ils sont angoissés parce qu'ils ont 23 ans, ils n'ont toujours pas trouvé la Kala ou toujours pas trouvé le Khatan, d'accord? Lui, il avait 77 ans. D'accord? Il a trouvé la Kala, on lui dit tu travailles encore pendant 7 ans, il va devoir travailler encore pendant 7 ans. Je vous pose la question, est-ce que ce temps-là, ça va passer vite pour lui ou pas, ça va passer lentement? Je suis quelqu'un de normal. Ça va passer vite ou ça va passer lentement? T'as 77 ans, t'es censé te marier maintenant. Voilà, c'est encore 7 ans de mariage. Dans 7 ans, il y a le mariage, donc 84 ans. C'est plus la jeunesse là quand même, d'accord? Donc il y a un problème. Donc maintenant je vous pose la question, chaque instant maintenant, ça passe comme une éternité pour lui ou non? Écoutez bien ce que nous dit la Torah. Ve'avod Yaakov berachel sheva shanim. Il a travaillé Yaakov pour Rachel pendant 7 ans. Ve'ayu be'enav kiyamim achadim. Et c'était pour lui comme quelques journées, comme ici, voilà, c'était rien pour lui. Be'avatota, tellement il aimait. Alors, il y a un gros soussaï, comme on dit chez nous, parce que là, on ne comprend pas. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il ne fonctionne pas normalement. Ouais, il ne fonctionne pas normalement. C'est-à-dire que quelqu'un, tu dis, tu sais, voilà, cet été, tu vas partir à Miami, et comme un fou, chaque journée, il est en train de réfléchir à ça, ça passe une éternité, il n'en peut plus, il dit, alors quand est-ce que ça va passer, quand est-ce que je vais prendre le billet, quand est-ce que je vais partir, d'accord, il angoisse, voilà, il en a marre, tu sais, il a envie que ça passe, il en a marre de travailler tous les jours, maintenant, il a envie de partir en vacances. Yaakov Avinu, il doit travailler pendant 7 ans, pour Rachel, et pour lui, c'était rien, c'est que quelques jours, comme ça, tellement il aimait Rachel. Mais comment ça se passe dans la tête de Yaakov? Il y a un problème, ouais. Comment ça se passe dans la tête de Yaakov? De là, la Torah, elle va nous sortir un yesod extraordinaire. Regardez ce que c'est que l'attente chez un juif. Yaakov, il a compris, si Akadosh Baruch Hu, il me fait attendre encore 7 ans, c'est que je dois me construire encore et que je ne suis pas encore prêt pour me marier avec Rachel. Et ça, c'est le yesod de toute la vie. Si Akadosh Baruch Hu nous fait attendre pour n'importe quelle chose dans la vie, n'importe quelle chose, c'est qu'on n'est pas encore prêt pour le recevoir. Donc Yaakov Avinu, il a compris que si maintenant moi j'ai pas encore reçu Rachel en Kala, c'est que je dois travailler encore 7 ans, c'est que je dois travailler. Alors je bosse. Je vous pose la question, quand est-ce que les journées elles passent vite? En vacances ou au travail?
Pourtant, il n'y a que 24 heures. C'est bizarre ça. Hein? C'est bizarre, t'as que 24 heures. Quand t'es à l'école, 1 heure, ça te paraît 24 heures. Et quand t'es en vacances, ben voilà, 24 heures, ça paraît 1 heure. Et comment ça se fait? Il y a un problème. Parce que tout simplement, la notion du temps chez nous, c'est bien. La notion du temps chez nous, elle dépend du taux de kiff que tu as. C'est-à-dire que plus tu vas kiffer, plus tu auras l'impression que le temps il est passé vite. Moins tu vas kiffer, plus tu as l'impression que le temps il va être long. Donc Yaakov Avinu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Yaakov Avinu, il kiffait les 7 ans. Et pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il a compris que si je dois travailler encore 7 ans, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que je ne suis pas encore prêt. Donc si je ne suis pas encore prêt, eh ben je bosse. Eh ben je bosse. Et il n'était pas là en train de se morfondre encore 7 ans. Encore 7 ans. Non. Il était là avec les moutons. Bon, les moutons, encore 7 ans. Non, pas du tout. Lui, il était en train de dire, allez le bétail, on sort, c'est parti, voilà, pour 7 ans, on va bosser les mecs. Maintenant, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui passe? Il sait que maintenant, il doit fonder le Ham Israël. Il doit fonder le Ham Israël, les Shvatim. Mais d'où ça va sortir d'un homme qui est prêt, qui a encore étudié de la Torah, qui s'est encore construit? Et il savait que si Hachem, il le fait attendre 7 ans, c'est qu'il n'est pas encore construit. C'est comme ça qu'on doit réfléchir, comme ça, toute notre vie. Toute notre vie. C'est que, mais toute la vie, elle est comme ça. Pourquoi la Torah, elle nous dit comme ça? Elle nous dit, pourquoi la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit, attention, ce monde-ci, demain, il ressemble à un couloir avant l'Olam Haba. Et alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te croiser les bras, voilà, tu dis, bon, voilà, j'attends. J'attends dans l'Olam Haba. Pas du tout! Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah après? Et ken et atzmecha beprozor. Prépare-toi dans le couloir. Kedeshitikanes et traklin. Pour que tu puisses rentrer dans le palais. Attention, ta rentrée dans le Olam Haba, elle dépend de la manière avec laquelle tu t'es préparé dans ce monde-ci. T'es pas en train d'attendre Stam, là t'attends comme les goïms, ils attendent dans la salle de dentiste, voilà, en train de lire les revues qu'ils ont vues 100 000 fois. D'accord, c'est pas ça. Toi, quand t'es en train d'attendre, c'est quoi? T'as 613 mitzvot par jour. Tu dois pas t'arrêter, tu t'arrêtes pas, tu construis. Pourquoi? Parce que ton Olam Haba, il va dépendre de la manière avec laquelle t'as vécu ici. Si Hachem il t'a pas encore envoyé dans l'Olam Haba, c'est que t'es pas encore prêt pour ça. C'est que t'es pas encore prêt pour ça. Je vais vous dire une chose. Moi, une fois, mon Rav, ça m'a impressionné. Mon Rav, une fois, il m'a dit, je vais te dire une chose. Il y a un mois, les médecins ils m'ont annoncé que je vais bientôt mourir. Je me dis, il m'a dit, il y a un mois, les médecins ils m'ont annoncé, voilà, avec la maladie qu'on vient de découvrir chez toi, il te reste 2 mois à vivre. Bon, 2 mois à vivre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on était dans une discussion comme ça, et il m'a raconté ça comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rassemblé ma famille. Et je leur ai expliqué. Kadosh Baruch Hu, voilà, qui dirait que j'ai fini mon tafkid dans ce monde-ci. J'ai fini ce que je devais faire. Kadosh Baruch Hu, il m'appelle là-haut. Alors, Bezrat Hashem, je dis, toi, j'attends de toi que tu fasses ça, tac. Voilà, pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'angoisser? Si tu sais ce que tu as fait, si tu sais que tu as rempli tes journées, tu as fait ce que tu devais faire, pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu t'angoisses? Et là-bas, tous les gens qui sont angoissés, c'est ceux qui ne sont pas préparés. Vous savez, c'est comme ça toujours dans les examens. Il y a toujours, au bac, il y a toujours les blonds. Pas de problème, j'ai fait la nabac, moi je les ai fait par-dessus, tout va bien, moi je me sens bien, je me sens prêt à tous les sujets, tout va bien. D'accord? T'as ceux-là, et après t'as ceux qui sont loin. Tu crois qu'ils vont me sortir la carte de la France ou la carte plutôt de la Malte? D'accord? Pourquoi t'es angoissé, papa? Parce que t'es pas prêt. Parce que t'es pas prêt, alors t'es angoissé. Mais si t'étais prêt, tu serais angoissé, tu serais pas angoissé. Toute la vie, c'est comme ça. Nos imaot, akdoshot, elles ont reçu leurs enfants. Rachel, Sarah et Menou à 90 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour sortir une neshama comme Yitzhak, il fallait 90 ans de filote. Rivka, elle a attendu 20 ans pour avoir Yaakov. Pourquoi? Parce que pour sortir une neshama comme Yaakov, il fallait 20 ans de filote. Rachel, pareil. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'attente qui a un message pour toi que tu dois comprendre que maintenant tu dois te construire. Tu dois te construire. La preuve Ouda, quand au moment où Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Noir de construire un teva. Ouais. Il a dit Aselecha teva tatsekofen. Maintenant tu te ferais une teva en bois, etc. Tu feras des compartiments pour chaque animal, etc. Nous dit Rashi. Aselecha teva, fais-toi une arche. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a plein de moyens de pouvoir sauver Noir. Pourquoi il a demandé de faire un bateau? Un bateau. Pourquoi il a demandé de faire un bateau? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé de construire un bateau qui va lui prendre 120 ans de construction? 120 ans de construction. Pourquoi?
Parce que si Akadosh Baruch Hu, il attend que ce bateau il finisse d'être construit dans encore 120 ans, c'est pour réveiller tout le monde, nous dit Rashi. Pour qu'il lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Et il va leur dire, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va détruire le monde. Ou là, si Akadosh Baruch Hu, il a fait attendre le déluge, il a fait attendre encore 120 ans, le temps de la construction du bateau. Pourquoi Hachem il a fait attendre? Pour que les gens se réveillent. C'est la même chose dans tout. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'une maman, elle doit attendre 9 mois pour avoir un bébé? Pourquoi Hachem n'envoie pas le bébé au bout d'un mois? Pourquoi? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais est-ce que tu es prêt pour recevoir une Neshama qui vient d'en dessous du Kisei Hakavod? Voilà. Maintenant, tu as une Neshama, elle vient en dessous du Kisei Hakavod, maintenant elle va rentrer dans ta maison. Ta maison, elle est prête pour ça? Est-ce que l'ambiance, elle est l'ambiance Kisei Hakavod ou plutôt Beta Kisei? Ouais. C'est-à-dire que maintenant, c'est quoi un peu l'ambiance qu'il y a à la maison? C'est quoi l'ambiance qu'il y a à la maison? C'est quoi? C'est les musiques bizarres un peu. Tu te rends compte de ce que tu vas recevoir un peu? Est-ce que tu réalises que tu vas recevoir une Neshama que Kadosh Baruch Hu t'a confié? Mais réfléchis. Et Hachem il sait qu'on ne peut pas être prêt si on ne passe pas par 9 mois. C'est comme ça, l'attente est toujours synonyme de construction, tout le temps. Le Ham Israël, ils ont écouté des lourdeurs atomiques, qui étaient les Meraglim, qui sont partis là-bas raconter, voilà, c'est Eretz Israël, vous savez, maintenant il y a des géants, il y a des trucs, il y a des machins, il y a des trucs, Donc maintenant, le Ham Israël, ils étaient paniqués. Ah, quoi? Là, on peut pas rentrer là-bas? Ah, d'accord, ils ont paniqué. Eux, le Moshe Rabbeinu, il leur dit, wow, ça va, Yoshua Binoun, c'est un Caleb, il leur dit, calmez-vous. Mais ils sont mis à pleurer, ils ont commencé, c'est pas vrai, on va mourir dans le désert, D'accord? Une grosse angoisse totale. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Kadosh Baruch Hu, il a dit, bon, à cause de ça, vous auriez dû rentrer en Eretz Israël, vous allez attendre 40 ans dans le désert. Rabotai, pourquoi attendre 40 ans dans le désert? Alors on va dire, tout simplement, parce qu'il fallait que toute cette génération, elle meure. Tous ceux qui ont pleuré, ils sont tous morts. D'accord? Donc il fallait attendre 40 ans. Et Hachem, il ne peut pas le faire ça vite fait. Ça y est, en 2 secondes, il va tuer tout le monde. Mabaya. Non, il fallait attendre 40 ans. Et pourquoi pas 10 ans? Et pourquoi pas 9 ans? Pourquoi pas 13 ans? Makara, 40 ans. Les Farshim nous dévoilent quelque chose d'extraordinaire. Le chiffre 40 dans la Torah, c'est toujours synonyme du tout au rien. Toujours. Par exemple, le déluge, le monde il a été détruit en 40 jours, 40 nuits. D'accord? 40 jours de détruire un monde de vie en un monde de néant. D'accord? 40 jours. Pour un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il faut 40 jours pour qu'il s'appelle un fœtus, pour qu'il s'appelle un enfant. Si jamais maintenant, Chazvé Shalom, une maman, elle fait une fausse couche à 39 jours, le prochain enfant, si c'est un garçon, ce sera quand même l'aîné de la maison. D'accord? Parce que le premier, ça ne s'appelait pas un enfant. Mais si elle fait une fausse couche à 40 jours, l'autre, il ne s'appellera pas un Bechor. Il ne s'appellera pas l'aîné. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a déjà eu un enfant, il y a déjà eu une vie avant. Toujours, le chiffre 40 dans la Torah, c'est synonyme du tout, rien, de la mort à la vie, de la vie à la mort. Par exemple, dans les Melachot de Shabbat, il y en a 40 moins 1. Pourquoi 40 moins 1? Parce que tout simplement, normalement, dans les Melachot de Shabbat, si jamais maintenant on avait 40 Melachot, on serait dans le Olam Haba. Shabbat, c'est Me'ein Olam Haba, c'est comme le Olam Haba. Et qu'est-ce qui se passe si on avait 40 Melachot? On serait dans le Olam Haba, Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu nous a raccrochés avec ce monde-ci. Comment? En nous enlevant une Melacha. Mais sinon, on serait dans l'Olam Haba. D'accord? C'est pareil dans les Malkout, les coups de fouet qu'on donnait au Beth Amikdash pour celui qui faisait des interdits de la Torah. Et qu'est-ce qui se passe? On donnait 40 moins 1. Pourquoi? Parce que c'est jusqu'à la mort, mais pas entièrement la mort. Jusqu'à ce qui raccroche encore à la vie. D'accord? C'est toujours comme ça. Le chiffre 40, c'est toujours du tout ou rien. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu que maintenant on passe 40 ans dans le désert. Pourquoi 40 ans? Parce que quand vous avez écouté les Meraglim, vous n'avez pas eu de Emouna. Vous avez eu un problème dans votre Emouna. Depuis quand je vous ai ouvert la mer, j'ai tout fait pour vous, j'ai réduit la première puissance mondiale qui était l'Égypte à cendre. Ça y reste plus rien de eux. Maintenant, qu'est-ce que vous avez encore un problème avec eux? Mabaya Shelachem, vous manquez de Emouna. Donc si vous manquez de Emouna, alors il faut que vous construisiez votre Emouna. Donc je vais vous faire attendre 40 ans. Pourquoi? Parce que 40 ans dans le désert, où ils vont manger de la manne, ils vont boire du puits de Myriam, ils vont être dans les Hanan et Kavod. Pendant 40 ans, ils doivent vivre ce que c'est que vivre, dépendre entièrement d'Hachem. Entièrement d'Hachem. Que la nourriture, elle vient d'Hachem. Que quand tu bois, ça vient d'Hachem. Que quand tu vis, ça vient d'Hachem. Et ils ne comprenaient rien à ce qui se passait, les Bnei Israël. Ils arrivaient dans un endroit dans le désert où c'était une oasis. Ils restaient là-bas 10 jours. Et après, en plein au milieu du désert, où il y a des scorpions, le truc là-bas, ils restaient 3 mois. Ils ne comprenaient pas.
Mais ils devaient apprendre de quoi compter uniquement sur Hachem. Toute leur vie, compter uniquement sur Hachem. Pourquoi? Pour arriver à un peuple que tout simplement maintenant, dans notre génération, ça ne dérange pas. Il y a des gens, ils vont aller étudier au Kollel toute la journée, et la Parnassa, et ça va Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va m'envoyer. Moi, ça va? Ça va la tête. Hachem, il va t'envoyer ta Parnassa, t'es au Kollel toute la journée? Mais bien sûr. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la Parnassa dans le désert, Hachem nous a envoyé, voilà. C'était pour avoir ça. C'était pour avoir ça qu'il fallait que pendant 40 ans dans le désert, 40 ans dans le désert, le Ham Israël devait dépendre entièrement d'Hachem pour créer un peuple qui est l'Emouna. Un peuple qui dépend entièrement d'Hachem dans chaque action de leur vie. Que même quand ils ne comprennent pas, c'est les Torah. Tout ça, ça dépendait de où? De où c'est né tout ça? De 40 ans dans le désert. Donc si on a dû attendre 40 ans, c'était pour construire notre Emouna. C'est pareil. On attend l'arrivée du Mashiach. Ah, c'est sympa ça. On attend l'arrivée du Mashiach. Alors quoi? Encore une fois, on attend. Oui, on attend. On attend l'arrivée du Mashiach. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être demain. Et alors quoi? Tu fais quoi en attendant? Je croise pas. On attend l'arrivée du Mashiach. Bon, Bezrat Hashem, qui viennent, au plus vite. On attend, vraiment, on attend. Pas du tout. L'arrivée du Mashiach, elle dépend de toi. C'est vrai, on attend l'arrivée du Mashiach, mais ça dépend de toi. Une fois, le Admon Mitzvah Kluzenborg, il était là-bas dans les collements des camps, là-bas à Auschwitz. Il était là-bas dans le Gehinom, là-bas sur terre. Et les Chassidim me posent la question, alors Admour, il a dit, Kvoda Rav, Makara, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Pourquoi Mashiach ne vient pas? On n'a pas suffisamment prié, on n'a pas suffisamment pleuré, on n'a pas suffisamment souffert pour que maintenant le Beth Amikdash soit reconstruit sur les avérotes qu'on a fait. C'est sûr, le Beth Amikdash maintenant il doit être reconstruit. Elles sont toutes les pierres qu'on a construites avec nos milliers de mitzvot. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'il est ce Beth Amikdash? Alors là, mon médecin, il leur dit, bah oui, c'est vrai. Le Beth Amikdash, il est reconstruit. Il est reconstruit. Alors Rassim, il dit, alors pourquoi il ne vient pas Mashiach? Parce qu'il manque une chose. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque juste la parochette. Juste le rideau devant. Il manque juste ça. Alors Rassim, il dit, alors vous accrochez-la! Accrochez-la la parochette, faites-le! Faites venir le Mashiach! À ce moment-là, le Admour, il dit, j'essaye. Mais à chaque fois, il y a des gens qui viennent et qui l'enlèvent. Ça, c'est comme ça qu'on doit vivre l'arrivée du Mashiach. C'est qu'on doit se dire que maintenant, c'est vrai, on attend l'arrivée du Mashiach. Mais est-ce que maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai aidé à sa venue? Est-ce que maintenant, moi, je peux dire, aujourd'hui, j'ai fait en sorte de faire venir le Mashiach? Aujourd'hui, j'ai attendu, voilà. Bon, alors, t'as regardé les infos? T'as entendu qu'à Jéru, il y a eu chauffard ou pas? Ou non, mais il n'y a rien pour l'instant. Demain, peut-être. Hein. Comment t'attends le Mashiach? Comment t'attends le Mashiach? Chaque attente, on a dit, chaque attente, elle est synonyme de construction. Si maintenant Hachem ne nous a pas encore envoyé le Mashiach, c'est qu'on n'est pas encore construit pour ça. C'est qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Alors est-ce que tu t'es préparé? Et c'est comme ça dans tout. Rabotai, la semaine prochaine, on a l'Akba Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit un truc qui n'a pas plu aux Romains, il a dû prendre la fuite avec son fils et il s'est planqué dans une grotte pendant 12 ans. Rabotai, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans une grotte pendant 12 ans? 12 ans dans un trou à rats, qu'est-ce qu'on peut faire? On devient champion du monde de la belote? Champion du monde du poker? Qu'est-ce que tu peux faire pendant 12 ans? Tu peux pas sortir, tu regardes comme ça, il y a un Romain? Non, il n'y a pas de Romain? Bon, alors ça va, on peut manger une carreau. Qu'est-ce que tu peux faire pendant 12 ans dans une grotte? Tu deviens champion du monde de la sieste? C'est bon, t'as pioncé maintenant, t'as dormi, alors qu'est-ce que tu fais? Encore une belote, encore un truc, les blagues lourdes? Qu'est-ce que tu peux faire? Rabotai, Love Story, tu les mettais dans une cage là-bas pendant 2-3 semaines, ils sont devenus plus brels qu'avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Toi, on met un rabbin dans une grotte, qu'est-ce qu'il va devenir? Rabotai, il va écrire le Zohar. Pas de problème. Rabbi Shimon, il n'a pas de problème lui, il va te sortir le Zohar. Pourquoi? Parce que si Hachem il a voulu que maintenant je sois pendant 12 ans dans une grotte, c'est que je dois faire quelque chose. C'est qu'Hachem il attend quelque chose de moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit le Zohar. Pas de problème. Il n'a pas de problème, hein. Rabbi Shimon, il n'a pas de problème, il a compris. Si Hachem il a voulu que maintenant pendant 12 ans je sois là, tout simplement, pourquoi pas le Zohar? Allez fiston, on y va. Et avec Rabbi Eliezer, ils vont écrire le Zohar. Rabotai, vous imaginez un peu comment un juif y réfléchit? Comment un juif y réfléchit? Et toute notre vie, c'est comme ça. Toute notre vie, c'est comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu nous fait attendre quoi que ce soit, cette attente-là, elle est synonyme de construction chez nous. Elle doit être synonyme de construction, c'est obligatoire. Et maintenant, on va enfin arriver à la fête de Shavuot. On nous demande de compter le Homer. Sfirat HaOmer, on attend de compter le Homer.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette fête de Shavuot? Vous savez que chaque fête, son nom, il décrit son essence. Pessah, pourquoi Pessah? Pourquoi ça s'appelle Pessah? Parce que tout simplement, Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il est passé sur les maisons des Bnei Israël. Très bien. Tu arrives à Sukkot. Pourquoi Sukkot? Parce qu'on a demeuré dans les Sukkot, d'accord, dans le désert. Donc tu comprends, chaque fois la fête, le nom, il décrit l'essence de la fête. Maintenant, tu arrives à la fête de Shavuot, c'est marqué Va'asitem Chag Shavuot Lashem Elokecha. Tu feras la fête des semaines. J'ai pas compris, c'est le jour, c'est peut-être la fête la plus essentielle qu'on ait dans toute l'histoire. C'est-à-dire que tout le monde entier, toute l'existence, toute la création, Yom HaShishi, c'est marqué dans Parashat Bereshit. Pourquoi Yom HaShishi? Pourquoi pas Yom Shishi? Vaïrev, Vaïboker, Yom Shishi. Non, c'est marqué Vaïrev, Vaïboker, Yom HaShishi. Pourquoi? Parce que tout le monde entier attendait, toute la création du monde attendait, est-ce que maintenant le Ham Israël va répondre Naaseh Venishma le 6e jour, le Yom HaShishi, le 6e jour du mois de Sivan? Est-ce qu'ils vont répondre Naaseh Venishma, oui ou non? Donc toute la création, elle attendait ce jour-là, qui est le jour de Kabbalat Torah. La Torah, elle ne peut pas te dire Chag Matan Toratenu. Elle ne peut pas te dire ça, la Torah. Chag Matan Toratenu. C'est compliqué. Non, Chag à Shavuot. Pourquoi les semaines? Pour te dire le jour de la Torah, le jour où on a reçu la Torah, c'est la fête des semaines. Pourquoi? Quel rapport? La réponse, elle est toute simple. Parce qu'on ne peut pas donner un diamant à un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, tu lui donnes un paquet de bamba et tu lui dis allez, va jouer. D'accord? Il sera très content. Un paquet de bamba, il sera très content. Un diamant, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. C'est la même chose. Nous, on va nous donner toute l'existence, la raison de l'existence de ce monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde en regardant dans la Torah. Tu crois que tu peux recevoir la Torah comme ça, toi? Tu es obligé de te préparer pour ça. N'importe quel astronaute, il va partir dans l'espace. Et ben quoi, il va pas faire des super exercices à la NASA, on va le faire partir dans tous les sens et dans tous les trucs. Pourquoi? Parce que tu vas faire quelque chose que maintenant on te demande d'être prêt pour ça. Tu vas partir dans l'espace, on te demande d'être prêt pour ça. Et ça demande des mois et des mois et des mois de préparation. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la Torah de Dosha. Ça nous demande 50 jours de préparation. Mais est-ce que tu t'es préparé pour ça? Est-ce que tu t'es préparé pour recevoir cette Torah? Donc ta Kabbalah, ta Torah, la manière avec laquelle tu vas recevoir la Torah le jour de Shavuot, ça va dépendre de ce que tu as fait les semaines d'avant. Si tu es venu aux entraînements ou pas. Si tu n'es pas venu aux entraînements, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toi? On va t'envoyer dans l'espace. Mais c'est dangereux pour toi, c'est dangereux. Donc tout Shavuot, ça va dépendre de la manière avec laquelle tu t'es préparé. Si Hachem, encore une fois, il nous fait attendre pour recevoir la Torah, c'est pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous demande, prépare-toi. Prépare-toi. Comment tu te prépares? Sfirat HaOmer. Maintenant, on peut comprendre pourquoi. Sfirat HaOmer. On avait dit, mais c'est bizarre. Comment tu comptes? 1, 2, 3, 4. Pourquoi tu comptes pas? 49, 48, 47, 46. Pourquoi tu comptes pas comme ça? La réponse, elle est toute simple. Parce que chez un juif, on n'attend pas comme ça. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non, c'est pas comme ça. Non, chez nous, c'est un jour. Un jour, tu t'es construit. Est-ce que tu as reçu, tu as appris quelque chose, tu t'es construit aujourd'hui? Alors c'est bien, tu peux compter le deuxième jour. Deuxième jour. Comme ça, tu avances, tu t'es préparé, alors tu arrives à Matan Torah. Tu t'es préparé chaque jour, alors tu arrives à Matan Torah. C'est comme ça. C'est pour ça que maintenant, ça s'appelle Sfirat HaOmer. On a dit, mais pourquoi? Le compte des kilos? Mais oui. Parce que la Torah, elle veut ici te faire une allusion. Est-ce que maintenant tu as pris des choses avec toi? Est-ce que tu as des bagages maintenant avec toi? Là maintenant, on est au 20e. 22, bon, je ne vais pas dire, mais en tout cas, voilà. Hier, on était 25. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maintenant, 25e jour du Homer? Alors, on est 25e jour du Homer. Est-ce que maintenant, après 25 jours du Homer, tu as pris des bagages avec toi? Tu t'es construit? C'est des homères, des kilos. Est-ce que tu as pris des kilos avec toi? Est-ce que maintenant tu sais que chaque jour, tu ressens que chaque jour tu t'es construit? C'est pour ça que maintenant c'est la seule mitzvah dans toute la Torah, qu'une personne, elle ne peut pas rendre quitte l'autre. Elle ne peut pas arriver et dire, ah, je compte pour toi. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas compter pour lui. Parce que ça dépend de la manière avec laquelle toi tu t'es préparé. Et chacun il se prépare différemment. Donc c'est pour ça que c'est la seule mitzvah sur laquelle maintenant tu ne peux pas compter pour l'autre. Tu ne peux pas compter pour l'autre. Rabotai, nous on doit savoir. Il dit le Admor Meizmit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le soir du Seder, on met un œuf sur le plateau du Seder. Ouais, on met un œuf. On met un œuf. Alors il y a plusieurs explications. Il y a la pâte de poulet, je sais pas, ou la pâte de veau, je sais pas ce qu'ils font les gens. En tout cas, la pâte de poulet, c'est quoi? C'est en souvenir du Korban Pessah. Après, qu'est-ce qui se passe? T'as l'œuf, c'est en souvenir du Korban Chagiga. D'accord? Quand on arrivait à la fête. Quand on arrivait à Pessah, nous devons faire un korban qui s'appelle korban chagiga chaque fête.
Pessah, Shavuot, Sukkot, on devait offrir un korban qui s'appelle korban chagiga. Et le soir du Seder, à la base, normalement, on est censé manger le korban chagiga comme plat principal. Et après, à la fin du repas, on mange le korban Pessah. En souvenir du korban chagiga, on met un œuf. Et quel rapport l'œuf? Il dit là, le monde Mizmitché, quelque chose d'extraordinaire. Parce que le soir de Pessah, regarde, tu es né. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un œuf. Un œuf, est-ce qu'il va sortir de lui un poussin ou pas? Ça va dépendre comment tu vas arriver jusqu'à Shavuot. Maintenant, devant toi, tu as un œuf. Est-ce que maintenant, toi, tu es à l'image de cet œuf-là? Est-ce que maintenant, toi, tu vas te préparer pour enfin éclore à Shavuot? Ça, c'est ce qu'on doit avoir dans notre tête. Akadosh Baruch Hu, il va nous faire attendre. Mais il va nous faire attendre, ça va être une construction qui va nous faire naître, bémet. Akadosh Baruch Hu, il a sorti nos corps. Il a sorti nos corps d'Égypte. Mais maintenant, notre Neshama, on va le recevoir à Shavuot. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est comme ça qu'on doit vivre chaque instant de notre vie. C'est marqué qu'à Shavuot, comme ça dit la Gemara. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit comme ça. Il y a 4 moments dans l'année où on est jugé. À Pessah, à la Dvoa. À Pessah, on est jugé sur les récoltes. Be'atzeret, à Shavuot, sur les pérotes, sur les fruits de l'arbre. Be'rosh Hashanah, kol ba'olam ovrim nefanav gem nemaron. À Rosh Hashanah, tout le monde entier est jugé. Et à Sukkot, on est jugé sur l'eau. Le monde est méfachim, comment ça se fait? À Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Quel rapport maintenant? Les fruits de l'arbre, Kabbalat Torah, les fruits de l'arbre. Quel rapport maintenant? Les fruits de l'arbre à Shavuot. Hachem, il devait juger les fruits de l'arbre, elle a dit bon, allez à Shavuot. Quel rapport maintenant? Quel rapport Shavuot et les fruits de l'arbre? La réponse, elle est toute simple. Vous savez que le mois de Nissan, au moment de Pessah, on devait faire une mitzvah extraordinaire qui s'appelait Birkat Ha'ilanot. D'accord? J'espère que vous l'avez fait. Birkat Ha'ilanot, avec des arbres qui sont en bourgeon. On va voir des arbres qui sont en bourgeon, des fruitiers, et on fait la bracha, Birkat Ha'ilanot. Ça, c'est au mois de Nissan. Maintenant, au mois de Nissan, quand tu as fait cette bracha-là, pourquoi on te demande de faire cette bracha-là pendant ce moment-là? Pour te montrer, regarde, tu peux redémarrer de nouveau. Regarde, cet arbre-là, il fleurit de nouveau, il redémarre de nouveau, comme l'âme Israël. Ils sont sortis d'Égypte, ils peuvent redémarrer de nouveau. Ok, maintenant l'arbre, il a redémarré. Mais qu'est-ce qu'il va donner comme fruit? Qu'est-ce qu'il va donner comme fruit? Ça, c'est exactement la même chose chez nous. À Pessah, on est sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a sortis de toute l'Égypte là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis Pessah? Qu'est-ce qu'on est devenu? On va se faire juger à Shavuot sur les fruits de l'arbre. Qu'est-ce que maintenant tu as fait des fruits, toi maintenant? Est-ce que tu es devenu quelque chose? Est-ce que maintenant on voit que tu t'es construit depuis? Est-ce que maintenant on voit que tu es prêt à recevoir la Torah? Ça va dépendre de ça. Ça va dépendre de la Sphira Taomer. Tu te construis chaque jour. Et nous, on doit comprendre que ça, c'est toute la particularité du juif. C'est toute la particularité du juif. Un juif, jamais il attend, toujours il se construit. Jamais il attend, toujours. C'est qu'une fois le Gaon de Vilna, il n'avait pas vu sa sœur depuis des années et des années. Quand sa sœur, elle rentre chez lui, il va la voir, il dit, comment ça va ma sœur, ça me fait plaisir de te voir. Ah là là, Baruch Hashem, tu vas bien? Ouais, ça va, bon, Baruch Hashem. Bon, ça te dérange pas, je dois retourner, on se verra dans l'Olam Haba. Je dois retourner étudier. C'est pas un peu. C'est pas genre, allez, sors la misette, vas-y, sors les trucs, allez, sors les pistaches et les amandes. Non, pas du tout. C'est, ma soeur, Bezrat Hashem, on se verra dans le Haba. Je vais retourner étudier, d'accord? Pas de problème, mon frère. Ça, c'est un juif. Ça, c'est des juifs. Une fois, Raphaël Kanevski, il était à Bnei-Brak. Quand son père, le Stapler, il avait invité la Rabbani Kanevski pour un Shabbat. Quand ils n'étaient pas encore, ils étaient fiancés, ils n'étaient pas encore mariés. Raphaël Kanevski, le Stapler, il dit, va attendre ta Kala à la Rébus, elle ne sait pas où est-ce que c'est la maison. Genre, Kiilou, elle ne saurait pas où est-ce qu'elle est, la maison du Stapler à Bnei-Brak, quoi. Genre, c'est la maison, on ne sait pas. Genre, c'est la maison du Gadolador, mais bon, c'est pas grave. Bon, on ne sait jamais. Nous, donc, lui, il se prenait tellement pas pour le Gadolador que, il dit, va l'attendre à l'arrêt de bus. On ne sait jamais. Comme ça, si elle ne sait pas l'adresse, tu lui montres où est-ce qu'on habite. Bon, très bien. Raphaël Kanevski, il y va avec sa Gemara. Il s'assoit à l'arrêt de bus, il commence à étudier. Il étudie. Entre-temps, elle, la rabbinite, elle descend la Kala, elle descend du bus et elle va chez le Stapler. Elle sonne ding ding, bonjour, voilà, je suis arrivé. Et il est au Chaim. Maintenant, il retourne à l'arrêt de bus et il était dans sa Gemara. Il était dans sa Gemara. C'est-à-dire qu'il a complètement oublié entre le moment où il s'est assis à l'arrêt de bus. Il était dans sa Gemara que voilà, elle va arriver et il faut regarder le bus qui va arriver. Est-ce qu'elle va être là? Il n'était pas là. Parce que j'attends un arrêt de bus. Mais si j'attends un arrêt de bus, je fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait à un arrêt de bus? Rabotaille, qu'est-ce qu'on fait à un arrêt de bus? On balance des oiseaux comme ça par lance-pierre, un truc qui sert à rien, un truc de gros débile, ou non, ou tu prends une mara et tu te construis. Qu'est-ce qu'on fait à un arrêt de bus? Rabotaille, à un arrêt de bus, on fait de la mara. On fait de la mara. Imaginez un peu ce que c'est que l'attente chez un juif. L'attente chez un juif.
ça, c'est toute la mala, rabotaille. Le Ham Israël, on est remarqué pour ça. Les goïms, ils nous admirent pour ça. Vous voulez une preuve? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il sort de prison, il a un gros dossier. C'est-à-dire que maintenant, le casier judiciaire, il est lourd. D'accord? Tentative de viol, d'accord? 12 ans de prison. Bon, c'est-à-dire que t'as quelqu'un en face de toi, la vérité, bon, d'accord, c'est bon, voilà, c'est pas shoot, quoi. D'accord? Tu vas lui demander un conseil pour qu'il t'interprète les rêves, mais bon, voilà, quoi, reste de loin, quoi, d'accord? Avec deux vigiles, avec les menottes comme ça, accrochés comme ça et comme ça, ouais, a priori. Yosef, il débarque. Il lui explique les rêves à Paro, donc il dit voilà, les deux rêves en fait, ça en est qu'un, c'est pour t'expliquer que quoi, que ça va être 7 années de famine, et 7 années de bracha, pardon, et 7 années de famine. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il faut préparer pendant les 7 années de bracha, de quoi manger pour les 7 années de famine. Bon, maintenant encore une fois, je vous remets dans le contexte, vous imaginez en fait à qui parle Paro, d'accord? Quelqu'un qui a un sacré casier judiciaire en Égypte. Vayomer Paro. El Avada. Paro il dit à ce moment-là à tous ses ministres, à tout le monde qui est autour de lui, Animsa. Animsa Kazei Shacher Ruach Elokim Bo. Est-ce qu'on va trouver un tel homme qui a l'Esprit Saint en lui? Vayomer Paro el Yosef. À ce moment-là, Paro il dit à Yosef, Achare odia Elohim otra et kol zot, en navon vechacham kamocha. Après que Dieu t'a fait savoir tout ça, il n'y a pas plus racham que toi. Ata tiye al beti. Toi maintenant tu vas gérer ma maison. Val picha isha kolami. Et que par ta bouche maintenant tout mon peuple il va vivre. Raka kisek dalumcha. Moi là je serai juste, voilà, juste parce que il y a mon trône. Il y a mon trône, voilà, moi il y a juste mon trône. Et toi c'est juste mon trône qui fera la différence entre toi et moi. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce qu'il arrive à Paro? Ça va, il est grillé du cerveau ou quoi? Tu as vu à qui il parle? À qui il parle? À Youssef. Mais qu'est-ce qui se passe? La réponse c'est que Paro il savait très très bien qui c'est Yosef. Il savait très très bien qui c'est Yosef. Quand le maître est chanson, celui qui sert le vin à Paro, il lui raconte, mon roi, je me souviens que quand j'étais en prison, il y avait là-bas un jeune esclave juif, nous dit Rachi, un jeune esclave juif, il veut écraser Yosef le plus possible. Un jeune, il est débile. Esclave, il pourra jamais devenir grand en Égypte. Il est juif, on s'en youpin quoi. D'accord? C'est-à-dire qu'il parle même pas notre langue, laisse tomber. Il veut écraser Yosef. Demande les Mefarshim, je comprends pas. Quand lui maintenant, le serviteur qui vient servir du vin à Paro, il lui explique que lui, il a trouvé un jeune esclave juif en prison qui lui a expliqué ses rêves, et que lui aussi pourrait expliquer les rêves de Paro. Pourquoi il lui dit qu'il est bête? Pourquoi il dit à Paro, mais sachez que ce jeune-là, il est bête? Pourquoi il lui dit qu'il est fou? Il dit, je crois que Paro, il ne va pas parler avec Yosef, il ne va pas voir qu'il a en face de lui Einstein. Il ne va pas voir qu'il a en face de lui un garçon qui est une merveille. Pourquoi il lui dit qu'il est bête? Écoutez bien, la réponse elle est toute simple. C'est parce que lui, cet esclave-là, il a parlé avec Yosef, il lui a dit, mais Yosef, qu'est-ce que tu fais en prison? Alors Yosef, il a dit, c'est pas évident, j'étais dans la maison de mon maître, et dans la maison de mon maître, la maîtresse, elle me poursuivait, elle me disait tout le temps d'aller avec lui, d'aller avec elle, et moi je voulais pas, je la regardais pas, et à la fin ça l'a énervé, donc elle m'a jeté en prison. Il a entendu ça, lui, le serviteur, lui, celui qui sert le vin à Paro, qui est en prison, il a entendu ça, il a dit, mais il est fou celui-là. Il est fou celui-là. Il y a une fille qui te court derrière, et tu vas pas avec elle, mais va avec elle. Mais Babaya, mais détends-toi, toi, qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Mais t'es complexé ou quoi? Et lui il dit, non, moi je regarde pas, même les femmes je regarde pas. Il est fou celui-là. Donc lui en fait il pensait vraiment qu'il était fou Yosef. Il pensait vraiment qu'il était... Mais il est fou celui-là. C'est pas possible, il est grillé du cerveau. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça va. Ah, personne n'a rien vu. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Pourquoi maintenant tu le refuses? Ça va, oh, ça va. Il comprend pas Yosef. Donc quand il va voir Paro, il a dit, sache que je vais te ramener quelqu'un, il a un problème. Il a un problème, c'est un juif, il a un gros problème. Paro il a compris qui c'est Yosef. Yosef il a compris, Paro il a compris que Yosef c'est un homme, que chaque instant de sa vie, il est conscient que maintenant il y a un Olam Haba qui dépend de ça. Il y a un monde futur maintenant qui va dépendre de mon action là maintenant. Et que si jamais maintenant je vais aller avec elle, je vais perdre mon Olam Haba. Donc même si ça coûte 12 ans de prison, eh ben ça coûte 12 ans de prison. Quand il a vu ça, Paro,
quand Paro il a un problème maintenant, il sait qu'il va avoir 7 ans de bracha dans son pays, et après il va avoir 7 ans de famine. Mais qui sait qui va savoir gérer au moment où maintenant il y a la bracha, il y a la bracha, il y a le shefa, comme il n'y a jamais eu en Égypte. Qui sait qui va penser que dans 7 ans il n'y aura rien à manger? Qui sait? Un Égyptien il est capable de penser à ça. Un Égyptien il est incapable de penser à ça. Il n'y a qu'un Juif qui peut penser à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que cet homme-là qui, Yosef, qui lui chaque instant est conscient que maintenant il a un Olam Haba à préparer. Il a un Olam Haba à préparer. Lui, sa tête, elle est comme ça. Sa tête, elle est comme ça, que dans ce monde-ci, je dois me préparer chaque instant un Olam Haba. Donc lui, ce ne sera pas un problème pour lui de pendant 7 ans, et ben quand il va arriver à Yesh, il va avoir 4 rayons comme ça de cornflakes, il va dire enlevez 2 rayons, gardez-les pendant 7 ans. Ça ne va pas le déranger, Yosef, parce qu'il est comme ça toute sa vie. Chaque instant de sa vie, il se dit, mais j'ai des répercussions dans l'Olam Haba. Moi, j'attends qu'une seule chose, arriver dans l'Olam Haba. Donc toute ma vie, c'est une construction à ça. Donc même Paro, il était capable de voir la grandeur du Juif. Que quand un Juif, il attend, il se construit. Il est conscient de tout. Ça, c'est notre grandeur à Botaï. On est maître du temps, on ne subit jamais le temps. Jamais un Juif, il subit le temps. Jamais un Juif, il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, la vérité? Qu'est-ce qu'on va faire, la vérité? Encore le château, ça y est, le château, ça y est, 10 fois, ça y est, on a marre. Bon, allez, on se barre là. Bon, allez, on va se barrer là. Mais là, ça y est, on l'a fait 10 fois. Non, non, t'as compris. On va revoir Steve, on va revoir truc, et Jennifer, et truc. T'imagines un peu? C'est-à-dire que t'as rien à faire de ton temps. Rien. Des heures dans le téléphone à ne rien faire. Vous imaginez un peu l'insulte que c'était. Moi, la dernière fois que j'ai vu les 1 minute de silence, je me dis, mais ils se foutent de qui? 1 minute de silence pour les déporter, 1 minute de silence pour les soldats qui sont morts. Le mec, il est capable la veille au soir de passer 3 heures sur son WhatsApp à ne rien dire, à dire que des lourdeurs, à perdre son temps à mort. Et après il dit, allez, pour respect par les morts, on leur donne 1 minute. Tu te fous de qui? Mais tu te fous de qui? C'est hier, t'as perdu 3 heures, et là maintenant tu étais capable de leur donner 1 minute. Oh, le bal recède. Oh là là. Oh bah lui il est bon, hein. Oh, il est gentil celui-là, hein. Vraiment, il t'a vraiment donné de toi, hein. 1 minute. Rabotaille, vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Qu'on est ridicule. Qu'on peut être ridicule. Ridicule, mais perdre du temps, et regarder des films, et on l'a déjà vu 10 fois, et on les regarde, et on les re-regarde. Mais t'as du temps à perdre. Mais va à l'hôpital, regarde, il y a des gens qu'eux, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils aimeraient, ils seraient prêts à donner des millions pour vivre 1 heure de plus. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ça? La Torah, elle te dit, mais ça n'existe pas. Un Juif, il est maître du temps. On ne subit jamais le temps. Ouvda, on a plein de mitzvot dans la Torah. Qui nous montrent combien on est maître du temps. Vous savez que l'idéal de la tefila le matin, c'est quoi? C'est la tefila honnête. C'est quoi la tefila honnête? C'est-à-dire qu'au moment où maintenant tu as fait la tefila, tu t'es préparé, tu as fait Psuke des Imra, tu as fait Kriyat Shema, au moment où maintenant tu vas arriver à la Hamida, le soleil est en train de se lever. Ça s'appelle la tefila honnête. Pourquoi c'est l'idéal de la tefila? Parce que tu montres que tu subis pas le temps. Le temps, tu en es maître. Ce matin, tu t'es levé avant même que le soleil se levait. Et tu l'attends pour faire la Shemona Esrei. Ça montre que ça, c'est un juif. Il est maître du temps. La première mitzvah qu'on nous a donnée avant même de sortir d'Égypte, c'était quoi? Kiddush HaChodesh. Tu sanctifies le mois. Pourquoi avant même qu'on soit sorti d'Égypte? Pour te dire, un juif, il est maître du temps. Maintenant, c'est toi qui sanctifie le mois. On a une mitzvah de la Torah de rajouter sur le Shabbat, de faire rentrer Shabbat plus tôt et de faire sortir Shabbat plus tard. Pourquoi? Pour te montrer qu'on ne subit pas Shabbat. Tu ne subis pas le Shabbat. Le Shabbat, c'est toi qui le sanctifie. Si toi t'as la bourre, t'as pris le menu, 8 heures, le frigo, la plata, le truc, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Mais t'es victime du temps, toi. Mais t'es victime. Mais t'es une victos. Excuse-moi de me dire comme ça, mais c'est comme mais Mehmet. La Torah te dit, mais non, tu fais rentrer Shabbat avant. Tu fais rentrer Shabbat avant. Pourquoi? Parce que tu es maître du temps. Tu es maître de ton temps. Les gens, ils arrivent, c'est Shabbat. Oh, alors, c'est bon? Tu as vu les étoiles? Les 3? Non, c'est un avion. Ah. Attends, dis-moi. Va regarder le petit dedo. À quelle heure il sort? Ah, c'est bon, tac! Il a allumé son portable. 24 heures. Son portable. WhatsApp. 10 messages. Dis-moi. Tu fais de la peine.
La Torah te dit, mais chas v'shalom, tu es maître du temps. Ayom yom ralomer, tu construis encore un jour, et encore un jour, et encore un jour. Et si tu comprends durant toute ta vie que quand on te fait attendre quelque chose, c'est parce qu'on attend de toi que tu te construises, tu seras le plus heureux. Donc Bezrat Hashem, mon fils est le plus heureux. Que je beaucoup nous fasse grandir et encore Bezrat Hashem.